Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers collègues élus, représentants de la presse, habitants de la commune, présents en mairie ce soir ou sur Facebook. Nous nous retrouvons ce soir à quelques encablures de Noël pour le dernier conseil municipal de l'année 2025, un conseil dans lequel nous aurons également le dernier débat d'orientation budgétaire de la mandature. Inutile de vous le dire, dans un environnement politique national on ne peut plus incertain, on en parlera tout à l'heure. Mais avant de commencer, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Et puisque nous sommes dans la période de l'Avent, j'ai le plaisir de vous proposer la candidature de Philippe, notre DGS, qui est un peu notre Saint-Nicolas à nous, car il nous apporte toujours de bonnes nouvelles sur le quorum. Philippe, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Je vais tâcher de continuer. Donc, vous êtes 23 élus présents. 10 se sont excusés. Il s'agit de Jeanne Bouedeau, Ali Kider, David Lang, Pauline Delinche, Thomas Lemieux, Marianne Bombois, Simone Wax-Nimrich, Didier Riff, Rénal Lopez et Marc Buchet. 8 ont donné procuration. Jeanne Bouedeau à Catherine Fessel, Ali Kider à Isabelle Stenz, David Lang à Céline Garchet, Pauline Delinche à Patrick Delinche, Thomas Lemieux à Audrey Vuaille, Marianne Bombois à Loïc Richard, Simone Wax-Nimrich à Véronique Bach, Marc Bucher à Fabrice Carr. 31 voix peuvent être comptabilisées et effectivement le quorum est largement atteint. C'est ce que je disais, j'en étais sûr. Bien, donc nous allons démarrer par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal donc, du 23 octobre dernier. Il s'agit donc d'approuver ce procès-verbal. Aucune remontée ne nous a été faite. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières concernant ce compte-rendu. S'il n'y en a pas, je vous propose de l'adopter en l'état. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Au point suivant, nous allons donc procéder à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Suite à son déménagement, notre ami Philippe Gauthier, qui était conseiller municipal, a remis donc sa démission et sa dernière a pris effet au 31 octobre dernier. Alors, comme j'avais eu l'occasion de le dire lors de la dernière réunion, nous avions initialement prévu l'installation de notre regretté ami Gabrielle Lutz-Butner, qui était très régulièrement présente lors de nos conseils et qui représentait la mairie au conseil de développement. Malheureusement, Madame Butner est décédée brutalement fin octobre. Et donc, conformément à l'article du Code électoral, nous avons contacté ensuite Thierry Besnet, qui a décliné car il déménage de Riedisheim. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion de le remercier publiquement pour son passage et son implication ces dernières années dans le cadre de l'association du centre social Cérédi. Et donc, après ce désistement, nous accueillons ce soir, au sein de notre conseil, une nouvelle conseillère municipale, Madame Huynh Lé, infirmière de profession, qui viendra donc remplacer Monsieur Gauthier en qualité de conseillère municipale sans délégation particulière, les délégations de Monsieur Gauthier ayant déjà été réattribuées. Madame Lé, donc, au nom du conseil et des élus présents, je vous souhaite donc la bienvenue parmi nous. Bien, au point suivant, il s'agit donc des informations du maire prises en vertu des délégations qui m'ont été conférées. Nous avons quelques points à voir, notamment sous la délégation 16 qui consiste à intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle. Un certain nombre de recours sont à évoquer. Tout d'abord, le recours de M. Moulet-Zemari contre la ville de Riedisheim en raison donc, de son refus de prendre en compte un titre exécutoire lié à des manquements pendant la location de la salle communale Copenhague en 2023. Monsieur Zemari contestait le fait qu'une pénalité, compte tenu du non-respect d'un certain nombre d'obligations, puisse lui être mise à sa charge.
Donc la charge qui était, la somme qui était à sa charge était de 500 €, correspondant au titre exécuteur qui a été émis par la commune pour la location de la salle. Suite à un jugement intervenu en novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. Zémari, néanmoins ramené le montant de sa créance à 250 €. Ensuite, un recours de M. Chalard. M. Michel Chalard souhaitait obtenir la condamnation de la commune pour lui verser une somme de 19 794,94 € en réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'un accident de circulation dont a été victime son fils, rue de Modenheim. Il estime que la commune n'a pas bien aménagé ce secteur. C'est un secteur à 30, donc c'est un petit peu délicat. Mais toujours est-il que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la chaussée ne pouvait pas être reçue. Elle était donc, la requête de M. Chalard a été rejetée. Ce dernier a été condamné à verser la somme de 1 000 € à la commune. Le requérant a néanmoins fait appel. Ensuite, un dernier recours, celui de M. Iltis, qui a formé un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg le 2 octobre dernier contre la décision de la commune d'user de son droit de préemption au titre de l'ENS, des espaces naturels sensibles, pour un terrain qui est situé tout en haut de la rue d'Apsheim. Donc cette décision communale a été prise dans le cadre de la politique active que nous avons pour la préservation de nos collines. Donc la commune se porte régulièrement acquéreur avec un droit de préemption qui lui a été délégué par la CEA, mais M. Iltis conteste ces éléments. Voilà, en ce qui concerne ces informations. Ensuite, une information sur des virements de crédit. Dans le cadre du budget, un virement de crédit, dans le cadre de la fongibilité des crédits, a été effectué pour un montant total de 85 000 €. Donc depuis le compte fourniture de petits équipements vers deux comptes. Tout d'abord, le dégrèvement de la taxe d'habitation des locaux vacants pour 20 000 € et le compte groupement à fiscalité propre de rattachement pour 65 000 €. C'est lié à la double facturation cette année des abonnements jeunes Solea. Donc on en parlera tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne les points apportés à connaissance. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer donc au point suivant. Et donc, nous allons maintenant aborder toute une série de points RH avec notre adjointe aux affaires générales, Eliane Bornemann. La première délibération concerne le recours au centre de gestion pour des contrats saisonniers ou de très courte durée. Voilà, merci Monsieur le maire. Alors, pour ce premier point, donc un rappel pour garantir un service public de qualité et répondre rapidement à des absences prévues ou des pics d'activité, il est proposé de recourir au service de mise à disposition d'agents contractuels proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin. Ce dispositif constitue une solution rapide, flexible et juridiquement sécurisée, adaptée aux besoins quotidiens de gestion des ressources humaines. Il permet également de réduire la charge administrative de la collectivité relative à la gestion des contrats de courte durée. Un petit rappel concernant les frais administratifs appliqués dans le cadre de ce service, qui sont définis par le centre de gestion et qui sont actuellement de 4% du coût salarial, donc rémunération et charges pour les contrats d'une durée supérieure à 2 mois, et de 7% pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 2 mois. Donc, le conseil municipal est invité à se prononcer sur le recours au service de mission temporaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin. Merci Eliane. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est un recours, vous voyez, très, très ciblé sur vraiment des petits contrats pour lesquels la charge administrative ne justifie pas que l'on perde tout ce temps au niveau de nos effectifs. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc, ainsi qu'il vous a été présenté, d'autoriser le maire à compter du 1er janvier à recourir au service mission temporaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles pour assurer des missions temporaires pour
pourvoir la vacance d'emploi qui ne peuvent pas être immédiatement pourvus ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou à temps non complet, et d'autoriser le maire à signer tous les documents afférents et notamment les conventions de mise à disposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Toujours Eliane, cette fois pour nous parler du contrat de prévoyance des agents de la collectivité. Donc voilà, donc contrat de prévoyance. Donc la protection sociale complémentaire prévoyance est une assurance qui permet aux agents de faire face aux pertes de rémunération consécutives à une incapacité de travail, d'invalidité, de perte totale et irréversible d'autonomie ou de décès. Le contrat d'assurance, via la convention de participation au risque prévoyance du centre de gestion, arrive à échéance ce mois-ci, donc le 31 décembre 2025. Le conseil municipal s'est associé à la procédure de marché public menée par le centre de gestion pour la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance collectif pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031. Le groupement CNP Assurance, donc pour l'assureuse, et Reliance gestionnaire, a été retenu. Juste un rappel sur les garanties donc, du nouveau contrat, donc, qui sont les suivantes. Donc, il y a une garantie de base, donc l'incapacité temporaire totale et l'invalidité permanente, donc à 95% du traitement net mensuel, donc pour un taux de cotisation de 1,63%. Et il y a 2 garanties optionnelles, donc perte de retraite, décès, perte totale irréversible d'autonomie. La signature de la nouvelle convention de prévoyance est donc prévue donc, pour du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031. Donc elle sera nécessaire pour tous les agents puissent en bénéficier de ce contrat. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'adhésion à la convention de participation au risque, prévoyance du centre de gestion et de définir les modalités de participation de la collectée aux frais d'adhésion des agents de ce nouveau contrat d'assurance. Merci Eliane. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Carr. Je vous remercie, Monsieur le maire, chers collègues. Oui, j'avais une question. D'ailleurs, j'aurais également le même type de question pour la délibération suivante concernant donc un risque prévoyance et puis le risque santé. Petite question, effectivement, donc il y a une augmentation des cotisations pour les agents, hein, on est bien d'accord par rapport à cette adhésion. Est-ce qu'il est prévu par la collectivité, afin de préserver le pouvoir d'achat des agents, une majoration de la participation de l'employeur, que ce soit pour la protection sociale complémentaire prévoyance ou que ce soit pour la protection sociale complémentaire santé? Santé, on va en parler de toute façon, oui, parce qu'il y a de la modification déjà. Et la prévoyance? Et la prévoyance. Donc du coup, celle-ci, on a décidé de toute façon déjà de discuter avec les représentants. On en avait parlé au CST. Et ensuite, on avait prévu également de revoir tous les agents pour en parler, parce qu'effectivement, il y a des situations très différentes par rapport à un certain nombre d'agents. Donc pour revoir effectivement la quotité générale. Donc, en fait, dans le cadre du CST, nous avons eu un échange pour passer cette délibération à l'État pour le moment et d'engager les discussions sur ces questions. Parce qu'il fallait qu'on délibère rapidement et que le temps était un peu court pour travailler en profondeur ces questions. Mais ça fait partie du dialogue engagé avec les représentants. Donc on laisse dans l'État encore une année et voilà, le temps de pouvoir tout rediscuter. Donc, une éventuelle majoration de participation de l'employeur soit revue en 2027. N'est pas exclu. Voilà, exactement. Mais ça a été vu en CST. CST. Ce n'est pas inclus pour 2026, mais ce n'est pas exclu pour 2027. C'est ça, voilà. Très bien, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de passer à la délibération, qui donc propose d'adhérer à la Convention de participation pour le risque prévoyance à partir du 1er janvier 2026 pour une durée de 6 ans avec la possibilité de prorogation d'une année maximale d'1 an en cas de motif d'intérêt général, d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque prévoyance ayant souscrit ce contrat, de fixer le montant de la participation mensuelle pour le risque prévoyance dans la limite de la cotisation versée par l'agent à 1 euro pour 1,60 € versé par l'agent et avec un minimum de 7 € par mois par agent depuis le 1er janvier 2025 et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes relatifs à l'adhésion
à la convention de participation risque prévoyante proposée par le centre de gestion ainsi que les éventuels avenants à venir. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Donc, on va passer maintenant à la complémentaire santé. Voilà. Complémentaire santé. Donc, juste un petit rappel. Donc, le complémentaire santé qui permet aux agents de bénéficier de remboursement des soins de santé non pris en charge ou partiellement pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident et de maternité. Donc un rappel, donc par délibération du 29 novembre 2012, le conseil municipal a voté une participation financière mensuelle à la protection sociale complémentaire santé des agents à raison de 1 euro pour 4 euros de cotisation versée par l'agent. Elle concerne tous les agents d'actifs de la collectivité, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels de droit privé. Cette participation est versée aux agents à condition d'avoir souscrit un contrat de protection sociale complémentaire santé labellisé. Donc en fait, les dispositions réglementaires du décret ont rendu la participation financière obligatoire pour tous les employeurs publics. Le montant minimum de cette participation est fixé à 15 euros par mois et par agent à partir du 1er janvier 2026. Afin de tenir compte de cette évolution réglementaire, le conseil municipal est invité à préciser le montant minimum de participation le minimum de participation financière à la protection sociale complémentaire santé des agents. Voilà, donc sur ce point, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose juste de passer à la délibération, donc, et de préciser, en complément des dispositions en vigueur, à ce stade, la participation instaurée par délibération du conseil municipal sera de 15 euros par mois et par agent, à compter donc du 1er janvier. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, toujours un sujet RH, il s'agit là encore d'une mise en conformité. Le droit évolue beaucoup et donc on doit à chaque fois avoir des délibérations pour se mettre en conformité. Et en l'occurrence, c'est la mise en conformité du forfait mobilité que nous appliquions d'ores et déjà et qui maintenant s'appelle mobilité durable. Voilà. Donc, il y a quelques éléments en plus que je vais vous donner. Donc, c'est vrai que dès une délibération de juillet 2018, le conseil municipal avait donc instauré le versement d'une indemnité kilométrique vélo au profit du personnel qui utilise le vélo pour se rendre sur le lieu de travail. Les textes en fait ont évolué en 2020 et passé donc il a été instauré le forfait mobilité durable dans la fonction publique territoriale. De ce fait, le fondement juridique visé par la délibération du 5 juillet 2018 n'est plus d'actualité. À compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilité est venu remplacer l'indemnité kilométrique vélo et a été élargi à d'autres modes de déplacement ou au covoiturage. Le conseil municipal est donc invité à délibérer sur ce nouveau forfait. Le forfait mobilité durable a pour objectif d'encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transport alternatifs et durables que sont le vélo, l'autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail. Le forfait inclut donc différents types de déplacements. Donc il y a le vélo assistance électrique, il y a le covoiturage, il y a également d'autres utilisations de mobilité partagée suivants, donc services de location ou mise à disposition de ces libres services de véhicules non thermiques avec ou sans station d'attache, les services d'autoportage de véhicules à faible ou à très faible émission. Ce montant de forfait mobilité durable est fixé par référence par l'arrêté définissant son montant. Il dépend du nombre de jours d'utilisation du mode de déplacement éligible au forfait en cours de l'année civile. À la date de la présentation de la présente délibération, il est de 100 euros lorsque l'utilisation est comprise entre 30 et 59 jours, 200 euros lorsque l'utilisation est comprise entre 60 et 99 jours et 300 euros lorsque l'utilisation est d'au moins 200 jours. Le montant du forfait évoluera automatiquement et de plein droit en fonction de la réglementation et le nombre minimum de jours d'utilisation est modulé selon la quotité de travail de l'agent.
L'octroi du forfait donc, est subordonné également à un dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard au 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation du moyen de transport éligible. Ce forfait est également cumulable avec le remboursement d'autres frais de transport public et ou d'un abonnement au service public de location de vélo prévu par le décret du 21 juin 2010, comme un même abonnement ne peut pas faire l'objet d'un remboursement à ces deux titres. Mais il y a une question, oui. Durable, on parle des transports en commun? C'est cumulable. C'est parce que j'ai pas entendu transport en commun. Si. En fait, ceci, voilà. C'est pas là. Ça c'est que vélo, covoiturage, voilà les transports. Ça marche. Voilà, mais pas les transports. Ça c'est en plus. Tout ce qui est en fait, c'est en plus. Et c'est cumulable avec un remboursement aussi. Mais, en plus. Mais c'est pas dans le forfait. C'est pas dans ce forfait-là. C'est en plus. Bien. Alors, vous avez vu que c'est le cauchemar des RH, ce sujet. Franchement, je souhaite bon courage. Ah, une question ? Oui, non, c'est pas une question, c'est peut-être même, plutôt une suggestion. L'agglomération mulhousienne, pas mal de communes autour de l'agglo participent aussi au défi Au boulot, j'y vais autrement, donc qui est un défi national qui a lieu en fait chaque année au mois de mai, et pour essayer de mobiliser les agents aussi dans le cadre donc des mobilités douces, notamment puisque j'ai lu dans le rapport d'activité, que tout le monde a lu en détail, je pense, cette notion-là de développement donc des mobilités douces. Les agents qui bénéficient donc de ce FMD pourraient participer également donc à ce challenge, qui est un challenge motivant et qui permet de l'émulation, je dirais, dans le cadre de ce développement donc des utilisations des modes de déplacement doux. Voilà, tout simplement, c'est une suggestion que je laisserai à la prochaine équipe, puisque le prochain défi est en mai 2026. Oui, alors ils ont déjà participé, il me semble. Oui, Audrey. Chaque année, la ville de Riedisheim constitue une équipe pour le challenge à vélo, au boulot, j'y vais à vélo, qui est organisé par M2A, qui effectivement a lieu au printemps. Et donc chaque année, on essaye de mobiliser les agents, mais aussi les élus pour venir en vélo à la mairie. Mais effectivement, il existe peut-être d'autres dispositifs qui... C'est pour l'instant une petite équipe qui se mobilise, voilà. Oui, parce qu'en fait, nos agents, c'est juste à côté qu'ils habitent. Et c'est le nombre de kilomètres qui compte. Ça ne marche pas pour les baskets. C'est plus facile si on part de Riedisheim et qu'on va à Saint-Louis. Là, on fait beaucoup de points. Voilà. Donc, on va suivre ça de près pour Saint-Louis. Ça, l'année dernière, pendant ce challenge, il faisait vraiment très, très moche. Et ça a été... malgré tout, il y a eu des kilomètres, mais c'est vrai que en fonction de la situation météorologique, on arrive plus ou moins à entraîner les agents aussi. Bien, donc je vous propose, après ces échanges, d'instaurer donc le forfait mobilité durable selon les modalités qui vous ont été décrites, étant précisé qu'il sera versé en une seule fraction l'année suivante, et le versement interviendra au mois de janvier, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de charger le maire ou son représentant de veiller à la bonne exécution de cette délibération qui prendra effet à partir du 1er janvier 2026 et de signer tous les actes en découlant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et enfin, ça doit être la dernière, je crois, une résolution sur l'allocation forfaitaire de télétravail. Celle-là nous avait échappé. Et donc... Voilà. Donc l'instauration de l'allocation forfaitaire de télétravail. Donc le télétravail qui est instauré dans la collectivité, donc depuis le 22 novembre 2020, constitue un outil de gestion des ressources humaines qui permet de répondre aussi à différents enjeux. Donc le développement durable et la transition économique en réduisant les trajets domicile-travail, la qualité de vie et la condition de travail en facilitant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et l'attractivité de la collectivité en termes de recrutement.
Le règlement du temps de travail en vigueur rappelle que l'employeur doit assurer la charge des coûts liés à la mise en place du télétravail. Un ACOCA, un cadre, propose ainsi l'allocation par l'employeur d'une indemnité forfaitaire qu'il considère comme la modalité de prise en charge financière la plus pertinente, compréhensible et adaptée à toutes les formes de télétravail. Donc, au regard de cette obligation de prise en charge des frais liés à la pratique du télétravail et de la simplification et de la lisibilité apportée par l'octroi d'une allocation forfaitaire unique, il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l'instauration de l'allocation forfaitaire de télétravail. Et je laisse préciser, Monsieur le maire, sur le montant. Voilà. Bien. Merci, Eliane. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va engager donc la délibération, et donc il vous est proposé d'approuver l'instauration de cette allocation forfaitaire de télétravail pour le remboursement des frais engagés par les agents au titre du télétravail, d'autoriser le versement de cette allocation aux bénéficiaires suivant les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires, les agents contractuels de droit privé ou public, les étudiants stagiaires sous réserve de la mention télétravail dans la convention de stage. Toutes ces personnes, dans la mesure où elles télétravaillent selon la convention que nous avons établie par délibération du Conseil municipal en 2020. De préciser que l'exercice du télétravail dans un tiers-lieu offrant un service de restauration collective financé par la collectivité n'ouvrira pas droit à cette allocation. De fixer le montant de l'allocation à 2,88 € par journée de télétravail effectuée dans la limite de 253,44 € par an, et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Merci Eliane pour ces points. Et on va pouvoir passer donc à un point un petit peu différent maintenant, puisqu'il s'agit donc d'approuver une convention de coordination des activités professionnelles et volontaires pour les agents communaux qui appartiennent au corps des sapeurs-pompiers volontaires de Riedisheim. Alors, je vais juste vous présenter dans les grandes lignes cette convention qui vous a été jointe à l'Alias, quelques semaines après avoir célébré la cérémonie annuelle de la Sainte-Barbe, cérémonie au cours de laquelle tous les ans nous mettons à l'honneur notre centre de première intervention, et conscient, comme nous le sommes tous bien évidemment, du rôle essentiel des sapeurs-pompiers volontaires dans la sécurité civile et la protection des populations, la ville de Riedisheim a souhaité valoriser depuis plusieurs années, mais ça s'inscrit aussi dans des conventions comme celle-ci, l'engagement de ces agents publics qui sont investis dans cette mission essentielle d'intérêt général que sont les sapeurs-pompiers. Donc la Convention précise que la ville s'engage à soutenir activement le volontariat chez les sapeurs-pompiers en facilitant la conciliation entre l'activité professionnelle et les missions opérationnelles de sécurité civile. Elle pose un cadre lorsque les pompiers se mettent en capacité d'intervenir et dans quelle mesure ils quittent leur travail ou reviennent dans le travail. Bien sûr, cette démarche s'inscrit dans une volonté forte de la ville de contribuer à la sécurité de ses habitants et de promouvoir l'engagement citoyen dans le corps des sapeurs-pompiers, notamment de ses agents. Juste quelques chiffres quand même pour situer notre activité. Aujourd'hui, et d'ailleurs dans notre bulletin municipal, je l'ai là, vous avez un article, donc il vient juste de paraître, sur l'édition hiver, un article assez long qui met en avant nos sapeurs-pompiers, et je pense que c'est tout à fait légitime de leur rendre cet hommage. 51 femmes et hommes aujourd'hui dans notre corps communal, qui assure une moyenne annuelle d'environ 800 interventions, parfois même un peu plus, pour l'essentiel dans le domaine du secours à personne. Ça, c'est une tendance lourde des CPI, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Donc je pense qu'il était bien nécessaire de faire en sorte de favoriser cet engagement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette convention ? Juste une question concernant le nombre d'agents potentiellement susceptibles de bénéficier de cette convention. Je dirais, je ne suis pas prêt, mais pour moi c'est 4 ou 5 aujourd'hui. Et on souhaite évidemment favoriser. Donc je vous propose
d'approuver la convention cadre qui vous a été rapidement présentée et qui vous a été communiquée, précisant les conditions dans lesquelles un agent communal membre du corps des sapeurs-pompiers volontaires de Riedisheim peut s'absenter de son poste de travail pour porter secours ou participer à une formation de sapeurs-pompiers, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les dites conventions selon le modèle joint en annexe et l'ensemble des pièces nécessaires s'y rapportant. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous arrivons au point 122. Dans le cadre, vous savez, de la politique de transparence et de vulgarisation du travail effectué par les services communaux, de façon à les faire mieux connaître et mieux apprécier aussi de la population, nous mettons à disposition des habitants depuis plusieurs années un rapport annuel d'activité et c'est Madame Audrey Vaille qui va nous exposer le contenu du rapport 2024. Oui, donc chaque année, un rapport d'activité des services municipaux est établi, toujours donc dans un souci de transparence. On fait ça donc depuis 2020. Ce rapport a pour objectif d'expliquer les missions des services et puis de mettre en avant les faits marquants de l'année passée. Pour 2024, donc le rapport qui est présenté ce soir, il met l'accent sur le thème qui avait été choisi par la ville de l'année 2024, c'est-à-dire terre de jeu, dans le contexte, souvenez-vous, des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. À ce titre, bien sûr, on retrouvera dans le rapport les informations sur le lancement du chantier du COSEC ou l'inauguration du pump track. On voit qu'à chaque fois, ce sont de nombreux services qui se mobilisent, services techniques, sagesse, démocratie participative, finance et marché, de communication, etc. Et donc à ces grands projets s'ajoutent toutes les activités quotidiennes réalisées par les services qui méritent également d'être mises en avant car elles sont l'expression d'un service public de proximité, de qualité, porté par des agents engagés. Je ne vais pas vous le lire, ce rapport en entier, bien sûr, il est très riche, je vous invite à aller le lire. C'est l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir les missions et activités des services de la ville. Et donc où le trouver? Il est disponible en mairie, si vous le souhaitez en papier, ou sur le site internet de la ville. Merci Audrey et merci pour tout ce travail de compilation fait avec les services. C'est extrêmement instructif de voir effectivement toute l'activité et qui est parfois un petit peu invisible pour le citoyen lambda. Donc c'est important d'aller le feuilleter, de se rendre compte de tous les services qui sont rendus par les agents de la commune. Est-ce qu'il y a des questions par rapport... Oui, Monsieur Carr. Il faut mettre son nom dessus même d'ailleurs. Merci. Oui, j'avais juste quelques observations et questions, puisque, comme je disais tout à l'heure, tout le monde l'a lu avec attention, ou peut le lire effectivement au bureau numéro 422. Oui, j'avais une ou deux questions. Rapidement, je ne vais pas vous embêter longtemps. Concernant le service sécurité et formation, qui travaille sur toutes les dimensions de RPS, de documents uniques, de prévention donc en matière de sécurité et santé au travail. Je voulais savoir si certains agents qui sont des agents isolés disposent du dispositif de DATI. Donc c'est le dispositif d'alarme pour travailleurs isolés. Parce que normalement c'est une obligation et c'est vrai que c'est complexe à mettre en place dans une collectivité. Le DATI. Sinon je pourrais avoir la réponse plus tard. Il n'y a pas de... Ça, je pense que le capitaine Gesser doit pouvoir y répondre facilement. Une autre question qui concerne, en fait, je pense qu'au niveau des RH, il manque un chiffre dans les chiffres clés. Voilà, c'est juste à vérifier. On parle de 15 agents qui ont réalisé, mais on ne sait pas quoi. Donc peut-être une danse folklorique ou... je ne sais pas, une formation en intelligence artificielle. Voilà. Comme dirait l'autre, ce sont des points de détail. On regardera, on corrigera. Ouais, merci. Et puis, alors, en termes de perspective aussi, notamment par rapport à la ronde de perspective et d'évolution d'activité, on parle de développer le pôle congrès sur les perspectives 2025 par rapport à la ronde. De quoi s'agit-il exactement ? Et du partenariat avec Mulhouse Congrès. Je peux avoir juste quelques éléments complémentaires là-dessus. Alors, cet objectif, en fait, de façon générale, il y a un objectif de valoriser au mieux la ronde, et je dirais il est hérité finalement de la municipalité précédente, qui
déjà souhaité développer cette dimension-là, c'est-à-dire accueillir des événements professionnels pour lesquels la ronde pourrait présenter un intérêt. Il y avait une petite difficulté, c'est qu'on manquait quand même un petit peu de salles annexes, parce que souvent quand on accueille des congrès, il faut à la fois la salle principale, mais aussi des salles d'atelier, et en fait elles se sont un peu libérées ces derniers temps. Donc on peut imaginer accueillir ce type d'événement, mais c'est pas si simple que ça, bien évidemment, parce qu'il faut que ça soit adapté. Donc c'est ça l'idée. Cette salle, aujourd'hui vous avez pu le voir, elle a été valorisée dans plein de cas de figure. Elle a été sélectionnée récemment par RTL2 qui a fait un petit peu le tour de ce qui était possible et a trouvé que cette salle était la plus adaptée et très, très conviviale. Donc il faut qu'on essaye de la valoriser au maximum. RTL2 a bénéficié d'une gratuité ou a... Oui. Oui. D'accord, donc ça n'apporte pas les recettes pour la ville. Puisque là, je vois les recettes. Non, ça apportait de la joie, par contre, oui. et beaucoup de gens qui étaient très, très... Et également pour nous, ça a été un exercice d'apprentissage, hein, puisque nos équipes ont pu regarder également et s'approprier et les outils et les méthodes de travail. Donc ça faisait partie un petit peu du package. Ok, merci. Bien, il s'agit d'une prise de connaissance. Et donc, il n'y a pas de vote. Nous allons passer maintenant, et c'est toujours Audrey au point suivant, il s'agit donc de la constitution d'un groupement de commandes sous la coordination de la Régie de l'eau M2A. Oui, il s'agit donc de participer à la constitution d'un groupement de commandes relatif à la vérification des appareils de lutte contre l'incendie, donc c'est-à-dire les poteaux, les bouches, les bornes incendie, qui font l'objet d'un contrôle tous les 3 ans, et donc c'est ce sur quoi porte aujourd'hui ce groupement de commandes. Le groupement s'effectue avec de nombreuses communes de M2A, et c'est donc la Régie de l'eau M2A qui assurera la fonction de coordonnateur du groupement, et à chaque commune ensuite de conclure à partir de ses propres bons de commande. Les groupements de commandes sont une démarche qui sont toujours intéressantes en termes de mutualisation des procédures, des processus de passation et de tarifs. Et on le voit ici, l'effet volume est conséquent à l'échelle de M2A par rapport au marché individuel de chaque commune. Donc nous proposons d'y participer naturellement. Monsieur Carr, une question ? On vous donnera l'information. Mais si vous... on peut être précis là-dessus, donc on vous donnera le nombre exact. Et on aura l'occasion, au moment où on passera à la commande, puisque là c'est que le groupement, de vous donner le nombre encore plus exact. Hein. Très bien. Donc je vous propose d'approuver la constitution d'un groupement de commandes coordonné par la Régie de l'eau, donc M2A, portant sur la prestation de vérification et de maintenance préventive des appareils de lutte contre l'incendie, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes telle que jointe en annexe et l'ensemble des pièces nécessaires à son exécution. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne la communication du rapport annuel sur la prévention et la gestion des déchets, donc géré par MDESA et le CIVOM, c'est le rapport 2024. D'ordinaire, c'est David Lang qui nous présente ce dossier. Il ne pouvait pas être présent ce soir, il est excusé, donc je vais rapidement vous balayer les éléments essentiels de ce rapport, donc de prévention et de gestion des déchets. Tout d'abord, quelques chiffres pour mettre les choses en perspective sur ce service public intercommunal. Nous avons, le service met à disposition 161 000 bacs, 630 conteneurs aériens ou enterrés, donc on voit bien toute la logistique que ça représente. La collecte est effectuée par 164 agents, 25 camions bennes à ordures ménagères, 14 camions multibennes, des camions grues, et sur notre secteur notamment, un prestataire, il y en a 2 au total, Suez et Nicolin, ils ont des lots différents, mais c'est Nicolin qui intervient sur Idisheim. Le service des déchets concerne la totalité des habitants, donc 276 000 habitants. 15 communes sont gérées en régie, donc internalisées, et 24 communes, dont Idisheim, collectées par le prestataire représentant à peu près 100 000 habitants. En 2024, donc, le tonnage des déchets collectés, c'est 88 000 tonnes
tonnes, donc en léger repli par rapport à 2023. Donc vous avez la répartition dans le rapport entre les ordures ménagères qui sont l'essentiel bien évidemment, mais aussi les déchets recyclables hors verre et déchetterie et le verre pour à peu près 7000 tonnes. Et globalement ce qu'on peut dire c'est que quasiment on est sur une stabilité des tonnages, une baisse quand même qu'on constate du tonnage du verre avec une baisse de plus de 1%. Et puis surtout une forte baisse des encombrants au porte-à-porte, qui ont diminué de 50%. Et cette réduction s'explique par la modification du fonctionnement du service depuis 2023. Il n'y a plus de collecte systématique, on est à l'appel. Donc en fait, les gens souvent amènent plus en déchetterie que de faire l'appel. Une baisse de la collecte sélective en apport volontaire également, donc une baisse du tonnage en déchetterie, et une légère augmentation des déchets verts et des biodéchets. Les points essentiels à retenir, c'est qu'en 2024, au niveau d'M2A, il y a eu la phase test sur 2 communes du bassin potassique et un quartier de Mulhouse pour le déploiement d'une collecte des biodéchets. Donc ça a permis pendant 6 mois de tester, d'avoir des retours et de bien roder les processus de traitement, de collecte et d'évacuation. Et donc les biodéchets continuent d'être déployés, seront déployés encore pendant 2 ans. Il y a eu un travail de mise à jour sur le règlement de la collecte qui a été approuvé par le Conseil d'agglo en mai 2025, et puis des expérimentations de tri sur l'espace public pour les poubelles qui a été également mis en place. L'ensemble des dépenses de ce service public, c'est 46 millions d'euros pour 2024. Et nous devrions, c'est dans les perspectives, adopter très prochainement le PLPDMA, donc qui est le plan d'action pour la réduction des déchets sur le territoire. Voilà en ce qui concerne les principaux éléments que l'on peut retenir de ce rapport d'activité. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, juste une petite remarque concernant, vous parliez des ordures ménagères encombrantes, donc dont le ramassage se fait sur demande. Vu la diminution des tonnages, vu le coût aussi que cela engendre, vu les déchetteries équipées que l'on a, ne serait-il pas, en termes de réflexion, se poser la question de savoir si ce service a encore un intérêt. Alors peut-être que ça touche effectivement majoritairement des personnes âgées qui ne sont pas en capacité de se déplacer ou je ne sais pas, je ne sais même pas s'il y a une étude donc, sur l'utilisation de cette technique, mais pour autant ça pourrait être, sachant qu'en plus ça touche uniquement à la Comcop, enfin l'ancienne communauté de communes des collines, c'est peut-être une réflexion à avoir quant à optimiser d'autres services plutôt que ce type de service qui est en diminution. La remarque est tout à fait pertinente, puisqu'en fait, il y a eu un travail de convergence de la TEM qui a été opéré lors du mandat précédent et qui se poursuit jusqu'à la fin de ce mandat. Donc, et ce travail donc, fait qu'à terme, l'ensemble des habitants d'M2A paieront le même montant. Donc c'est des convergences qui sont longues. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait avoir partout le même service. Or, il y a des services différenciés. Vous savez par exemple que dans le bassin potassique, il y a un service de collecte des déchets verts qui n'existe pas ici. Et ça c'est l'histoire. Et puis sur les collines, effectivement, il y a cette collecte des encombrants. Donc il y aura forcément un travail d'uniformisation, puisqu'une fois qu'on aura complètement convergé, on ne pourra plus justifier qu'il y ait des services publics qui soient différenciés sur le territoire. Donc il y aura probablement lors du prochain mandat une réflexion des élus qui seront en place pour savoir, soit ils décident, ça pourrait être le cas, de dire les services qu'on a, on les déploie partout au lieu de les mettre qu'à un seul endroit, ou alors on les enlève s'ils ne sont pas pertinents et on les enlève partout. Mais il y aura cette réflexion forcément à avoir. Il n'y a pas sur ce sujet de vote, puisqu'il s'agit d'une prise de connaissance. Et donc je vous propose que nous passons au point suivant, point 125, sur les biens communaux. Maintenant on passe aux biens communaux. Et il s'agit donc d'un sujet concernant donc le domaine forestier. Donc je passe la parole à Catherine Fessel, en charge de l'environnement. Merci Monsieur le maire.
Donc la ville de Riedisheim avait fait l'acquisition auprès de la ville de Mulhouse des parcelles cadastrées section BN numéro 173, lieu-dit Holzboden, de 107 ar 59 et BN 172, même lieu-dit, de 20 ar 27, situé rue des Bois, au droit de la plaine sportive du Waldeck et du centre équestre, en vue d'y aménager un espace de jeu et de convivialité, composé notamment d'un pump track et d'une aire de jeu pour les enfants, ainsi qu'une forêt-jardin, dans le prolongement de la rue des Bois. Une partie de la parcelle BN numéro 173, non concernée par le projet d'aménagement, car en zone boisée et rattachée à la forêt du Tannwald-Zurenwald, pourrait être soumise au régime forestier, puis confiée en gestion aux CIFAM en vue de la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine forestier. Après détachement de la parcelle de souche, il s'agit de la parcelle provisoirement cadastrée section BNX56 d'une surface de 54 ar 81, lieu-dit Holzboden. Y a-t-il des questions? Vous avez le plan qui vous est projeté, donc c'est la partie boisée de la parcelle qu'on avait acquise. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de passer au vote et de soumettre donc la parcelle citée au régime forestier, donc confier la gestion au CIFAM et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Toujours dans les biens communaux, il s'agit maintenant donc du point 126. Et il s'agit donc de choisir une dénomination que nous vous proposons pour la liaison piétonne que nous avons finalisée récemment entre la rue du Negeletberg et la rue de la banlieue. Donc vous savez, nous avons, dans le cadre du schéma sur les continuités vertes et douces que nous avons élaboré en 2020-2021 en sortie de Covid avec les habitants, et à l'époque le concours de la URM devenu affût depuis, on a engagé plusieurs opérations foncières qui étaient destinées à compléter le maillage. On a fait l'inventaire du maillage des venelles qui existait et nous avions établi les endroits où il conviendrait de rajouter des venelles. Souvent les venelles sont un peu historiques, mais ce sont des raccourcis intéressants pour les gens qui pratiquent la marche. Et l'idée, c'était donc de faire en sorte que ce maillage soit le plus pertinent possible. Et donc, dans ce secteur, les opportunités se sont succédées pendant le mandat et ont permis de compléter et d'élargir cette venelle qui était existante, mais à certains endroits extrêmement étroite et très peu praticable par les piétons. Et donc maintenant, elle a une largeur comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Elle a été aménagée. Il y a de la lumière pour l'utiliser en toute période. Donc globalement, ça permet d'améliorer ces possibilités d'être utilisées. Donc, suite à cela, nous avons un petit peu réfléchi à la manière de pouvoir la dénommer, parce que c'est bien quand même de pouvoir, surtout quand on fait des interventions, ou pour inviter les gens à l'utiliser, la faire connaître. Et donc, pour faire écho aux deux objectifs principaux de ce projet d'aménagement, à savoir, d'une part, favoriser les mobilités douces, mais aussi de préserver notre environnement et la biodiversité, il est proposé de dénommer cette liaison chemin de la Marjolaine, en référence aux plantes mellifères qui sont présentes dans le secteur et dans les collines. Nous avons bien sûr consulté les naturalistes pour avoir cette proposition que nous vous soumettons ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose donc d'approuver la nouvelle dénomination chemin de la Marjolaine pour le chemin piéton, la liaison qui a été créée entre la rue du Negeletberg et la rue de la banlieue. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous avons terminé avec les biens communaux et nous allons attaquer sur ma droite avec les finances publiques. Nous avons bien sûr le débat d'orientation budgétaire, mais avant, nous avons une décision modificative au budget général et je donne la parole à notre adjoint aux finances, M. Patrick Delunche, pour nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous.
Le point 127-2025 concerne le vote d'une décision modificative numéro 1 au budget principal 2025. Dans sa séance du 27 mars 2025, le conseil municipal avait approuvé le budget primitif de l'exercice 2025. Il convient d'adopter une décision modificative prenant en compte le montant des amortissements au prorata temporis des acquisitions effectuées en 2025 suite au passage à la M57. Les montants sont provisoires et évoluent à chaque mandatement d'investissement. Aussi, au chapitre 42, dotation immobilisation, plus 200 000 euros. Au chapitre 23, virement à la section d'investissement de 200 000 euros. Au chapitre 40, autre immobilisation corporelle, plus 200 000 euros. Et au chapitre 21, virement à la section de fonctionnement de 200 000 euros. Voilà, c'est une délibération purement technique. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget principal 2025, telle qu'elle vient de vous être présentée. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et nous arrivons donc au point 128. Il s'agit donc du débat d'orientation budgétaire. Vous savez qu'il est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. Nous devons présenter, selon un canevas qui va être déroulé, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport d'orientation budgétaire. Patrick, donc je crois que c'est présenté à 3 voix, si je ne me trompe pas, comme d'habitude. Ouais, donc Patrick, Audrey et Eliane. Tout à fait. Bien, donc nous allons passer à l'examen du débat d'orientation budgétaire 2026. Mais avant de passer à la présentation détaillée des orientations budgétaires 2026, il convient de revenir sur les contraintes qui ont pesé sur l'élaboration du budget 2026 de la ville. Comme en 2025, nous sommes toujours confrontés à une situation dégradée des finances publiques, mais aussi une crise politique et institutionnelle qui perdure avec un projet de loi de finances 2026 qui est toujours en cours d'examen. Cette instabilité n'est pas sans conséquence sur les marchés financiers, en provoquant la dégradation de la note financière de la France et des incertitudes sur les taux d'emprunt. La prévision de croissance attendue en 2026 d'estimer qu'à 1,2% du PIB. La France connaît cependant la plus faible inflation de la zone euro, avec une inflation estimée à 1% sur l'année 2025 et prévue à 1,7% en 2026. Mais ces prévisions restent cependant précaires au regard des multiples instabilités de la situation internationale, notamment au Proche-Orient et en Europe de l'Est. Une particularité du budget 2026 est le changement de calendrier en raison des élections municipales du mois de mars 2026. Le débat d'orientation budgétaire se tenant avant la fin de l'exercice en cours, les données présentées pour 2025 sont des estimations et pourraient évoluer marginalement d'ici le vote du budget. Aussi, les montants 2025 n'intègrent pas les restes à réaliser et les rattachements. Au vu de tous ces éléments, nous avons été contraints une nouvelle fois de construire un budget très prudentiel, basé sur de nombreuses incertitudes budgétaires et sans beaucoup de visibilité sur l'impact du projet de loi de finances. Voilà pour le contexte général. Je pense qu'il est important de mettre en avant ces différents éléments en introduction de la présentation du ROB. C'est dans ce contexte très difficile et incertain que le budget 2026 a été élaboré. Il permettra de poursuivre la mise en œuvre des projets structurants indispensables pour la ville sans mettre en danger les équilibres financiers grâce à une maîtrise des dépenses et par l'optimisation de nos ressources. Pour mémoire, le rapport d'orientation budgétaire a été établi en totale conformité avec les bases réglementaires des articles L 2312.1 et D 2312.3 du CGCT, dont vous trouverez le détail dans le rapport qui vous a été transmis en annexe de l'ordre du jour. Ces données réglementaires sont très largement enrichies par bon nombre d'informations complémentaires précisant les orientations budgétaires sur l'exercice à venir ou sur les ressources humaines. Je rappelle qu'une première présentation du ROB a eu lieu en commission finance le 9 décembre dernier. Les orientations budgétaires et les données de ressources humaines présentées ont permis un premier échange sur le sujet entre les différents élus présents. Après ces éléments généraux, nous pourrons aborder plus en détail les orientations budgétaires de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2027. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, pour 2025, le taux de réalisation par rapport au budget est toujours relativement important, il atteint 94% du budget. En ce qui concerne les dépenses des charges à caractère général, chapitre 11,
Elles ont été anticipées à 2 700 000 € sur la base d'estimations très prudentes et représentent 85% du budget prévisionnel. Elles n'augmenteraient que de 4,5% par rapport à l'exercice 2025, soit plus 116 000 €. La limitation compte tenu de l'évolution des dépenses démontre la maîtrise et l'optimisation des dépenses réalisées par les services tout au long de l'exercice. Pour les dépenses de personnel, chapitre 12, elles devraient progresser de 1,4% par rapport à 2024 pour atteindre 5 300 000 €, compte tenu de l'augmentation des cotisations CNRACL et représentent 96% du budget inscrit pour 2025. Les autres charges de gestion courante, chapitre 65, progresseraient de 7,8% par rapport à 2024, soit plus 71 000 €, compte tenu du changement de calendrier de facturation de la participation SOLEA pour les transports jeunes, défini dans la nouvelle convention de 2025, impliquant le paiement en 2025 des abonnements conclus de septembre à décembre 2025 pour l'année 2025-26, en complément de ceux de l'année scolaire 2024-2025. De l'augmentation de la participation versée au SIN, proportionnelle au volume des travaux qui leur a été délégué. Pour les charges financières, chapitre 66, elles progressent de 77 000 € qui correspondent aux intérêts des emprunts souscrits en 2024 et 2025, ainsi que des ICNE, intérêts courus non échus. Dans l'ensemble, compte tenu des éléments ci-dessus, les dépenses de fonctionnement augmenteraient sur la base d'estimations très prudentielles de 4,2% entre 2024 et 2025. Pour le budget 2026, les dépenses de fonctionnement ne devraient progresser que de 1,4% par rapport au budget 2025, soit 153 000 €. Pour les charges à caractère général inscrites au chapitre 11, elles sont arrêtées à 3 111 000 €, soit moins 1,6% par rapport au BP 2025, moins 49 000 €. Compte tenu du contexte budgétaire difficile, les services de la ville ont une nouvelle fois revu à la baisse leurs prévisions de crédit de fonctionnement par la recherche de nouvelles pistes d'économie permettant de réduire le budget de fonctionnement. Pour les dépenses prévisionnelles de personnel de l'exercice 2026, elles seront en augmentation de 1,8% afin d'intégrer les différents éléments d'évolution attendus de la masse salariale ainsi que les hausses de la CNRACL et de la prévoyance. Pour les autres charges de gestion courante, elles augmenteraient de 7%, plus 120 000 € en raison d'un complément de participation SIN de 2025 à verser en 2026, ignorant aussi au volume des travaux qui leur a été délégués. En complément des données générales de dépenses de fonctionnement, un point particulier sur subventions et participations versées conformément au slide projeté qui en retrace les principales et leurs variations par rapport à 2025. Malgré le contexte budgétaire difficile et les différentes crises que nous avons traversées depuis plusieurs années, nous maintenons une nouvelle fois le niveau des subventions versées aux associations pour l'exercice 2026, que nous étions engagés en début de mandature. Il est essentiel de préserver les capacités financières des associations afin de leur permettre d'assurer leur rôle d'animation et de lien social au sein de la ville. Mais le soutien de la ville aux associations ne se limite pas uniquement à la reconduction des subventions, mais aussi à la mise à disposition gratuitement des locaux et la prise en charge intégrale des frais de fonctionnement qui s'y rapportent, essentiellement les fluides, aux aides logistiques et techniques nécessaires dans la limite des possibilités financières de la ville et des ressources humaines disponibles pour garder le niveau et la qualité des services et manifestations proposées. En fait, entre subventions, coûts directs et indirects, les ressources mises à disposition de nos associations continuent bien à progresser d'année en année. Le montant total des subventions est arrêté à 946 687 € et les participations à 645 200 €. Les subventions et participations sont détaillées dans le tableau figurant dans le rapport d'orientation budgétaire, dans leur détail intégral. En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, pour 2025, les recettes hors session baisseraient de moins 4,1%, y compris les sessions. La baisse est ramenée à moins 0,7%. Le montant est arrêté à 12 376 000 € sur la base d'estimations prudentes et pourra encore évoluer d'ici la fin de l'exercice. Cela s'explique notamment pour les raisons suivantes. Au chapitre attribution des charges, le 013, la non-perception d'indemnités journalières liées à un changement de couverture au niveau des assurances, moins 75 000 €. Au chapitre des produits de gestion courante, entre autres par une baisse d'un loyer indexé. Au chapitre produits des services, chapitre 70, une baisse attendue des concessions, cimetières et des recettes dans les régies, moins 50 000 €. Au chapitre impôts et taxes, un versement unique de la dotation de solidarité de N2A en 2025, après 2024, marqué par un double versement, donc ce qui représente une baisse de 65 000 €.
Au chapitre dotation et participation, chapitre 74, la baisse des dotations, dont la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, des CRTP, moins 130 000 € au total, ainsi que la suppression ou les baisses de subventions de fonctionnement GERPLAN et CAF, et la non-reconduction du filet de sécurité inflation de moins, donc ça fait un moins de 110 000 €. À eux seuls, les chapitres 73, impôts et taxes, et 74, dotations et participations, représentent une baisse de recettes de 373 000 €. Pour le budget 2026, conformément aux éléments qui viennent d'être cités, les recettes de fonctionnement devraient baisser de moins 2,7%, soit moins 348 000 €. Variation essentiellement due à la baisse par rapport au budget 2025 de la DCRTP et des ACTP liés à la participation SDIS. Les prévisions en matière de dotation restent relativement stables par rapport au réalisé 2025, avec une marge prudentielle concernant la dotation nationale de péréquation qui diminue tendanciellement pour Edisheim. Enfin, en matière de fiscalité, une légère hausse du produit est attendue en 2026 du fait de la réévaluation mécanique des bases qui sera de 0,8%. Pour mémoire, les attributions de compensation versées par M2A vont être modifiées par la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, suite au transfert de compétences du versement des participations au service d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Le montant devra être ramené de 712 000 € à 577 000 €. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, en 2025, le montant total des dépenses d'investissement s'élève à 8 298 000 €. L'année 2025 aura concerné pour l'essentiel les dépenses relatives à l'avancement ou l'achèvement des opérations en cours, comme la fin des travaux du périscolaire Lyotais et réaménagement de la cour d'école, la fin des travaux de rénovation énergétique à l'école Mermoz, la fin des travaux de rénovation énergétique et de désimperméabilisation de la cour de l'école Clémenceau, la démolition et début du projet du nouveau complexe sportif, les travaux de la place de Bonderkingen, l'aménagement des abords du Pumtrack et la sécurisation de la rue des Alliés. Pour 2026, s'inscrit dans la continuité avec l'achèvement des opérations en cours en 2025 et sera surtout marqué par les travaux du nouveau complexe sportif. En effet, après la phase de démolition engagée au printemps 2025, les travaux de construction du nouveau complexe sont débutés au dernier trimestre 2025 et ces travaux se poursuivront donc en 2026. En matière d'aménagement durable du territoire, le programme de création d'espaces de respiration sera poursuivi par la finalisation de la venelle de Negelberg et la création de la venelle Saint-Marc. La fin des études de dépollution de la friche rue de la Harte sera également menée en 2026. Le plan lumière, initié en 2023, sera poursuivi en 2026 pour permettre à terme une modulation instantanée et indifférenciée de l'éclairage par zone, horaire et jour. La végétalisation de cimetières continuera en 2026 et sera procédé aux études et premiers travaux en vue de son extension. En matière d'investissement courant, des crédits sont également prévus pour poursuivre l'entretien courant des bâtiments, les EHPAD, la courte échelle et autres. Enfin, au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, ils intègrent également une part de mensualité de l'emprunt qui sera inscrit au budget primitif 2026. Pour information, le slide affiché détaille les investissements par service. Donc on voit bien effectivement l'impact au niveau des services sport qui est de donc 8 721 000 qui concerne essentiellement la partie du COSEC. Ouais. Bon, je continue. Et donc notre grosse part, c'est effectivement la partie scolaire qui est de 1 077 000, le SCIN 1 108 000, et ensuite vous avez encore divers projets fonciers 165 000, les services techniques 198 000, pour arriver à un total de 11 738 000 €. Alors le slide suivant récapitule les investissements de plus de 30 000 € classés par ordre décroissant avec en vert ceux qui ont un lien direct avec l'environnement. Ils représentent 11 201 000 € du total des investissements prévus, soit 11 738 000 €. Les projets ayant un lien direct avec l'amélioration de l'environnement ou la transition énergétique sont signalés en surbrillance verte dans le tableau et peuvent être déclinés de la manière suivante.
Équipement sportif, 4 314 000 euros, concerne essentiellement le nouveau complexe sportif. La rénovation des écoles, 963 000 euros, Lyotet et Clémenceau. Espace de respiration, 570 000 euros, place de Monarking, Venelle, Nelgleberg, Saint-Marc, la végétalisation de Brumbacht et d'autres encore. Diverses acquisitions foncières pour 97 000 euros et la végétalisation du cimetière, 35 000 euros, soit au total environ 6 101 000 euros. Il représente 55% des investissements de plus de 30 000 euros, soit 52% du montant total des investissements qui sont flashés, qui sont tracés sur la partie environnementale. Pour les recettes réelles de fonctionnement, un décalage des travaux d'investissement dans les écoles a entraîné une baisse de subventions attendues sur l'exercice 2025 et qui seront donc versées en 2026, mais aussi une baisse du FCTVA par rapport à l'estimation 2025. Les subventions attendues pour 2026 restent à un niveau important, les projets de rénovation énergétique étant fortement accompagnés et les périscolaires étant portés financièrement par M2A. Aussi, les subventions prévues pour 2026 s'élèvent à 1 933 500 euros, périscole Lyotet 601 000 euros, rénovation énergétique des écoles 456 000 euros, la place de Montarking 290 000 euros, le local des Boulis 17 500 euros, le COSEC, nouveau complexe sportif, 410 000 euros, et autres subventions, 159 000 euros. D'autre part, le montant des cessions inscrites au budget 2026 s'élève à 332 200 euros. Concernant l'évolution de la fiscalité locale, elle sera la suivante en 2026. Les bases fiscales sont réévaluées mécaniquement à hauteur de l'inflation de l'exercice précédent. Pour 2026, le coefficient prévisionnel est de 1,008, soit une augmentation de 0,8%, représentant une hausse marginale de 64 000 euros. Pour la construction budgétaire 2026, nous n'avons tenu compte que de cette seule revalorisation, la variation des bases physiques n'étant pas à ce jour connue. Malgré le contexte budgétaire difficile et très incertain auquel nous sommes confrontés, les taux de la fiscalité locale restent une nouvelle fois inchangés pour l'élaboration du budget 2026, comme cela est le cas déjà depuis 2017, soit une dizaine d'années. Les taux de la fiscalité locale 2025 sont arrêtés à 35,98% pour le foncier bâti, 55,13% pour le foncier non bâti. Le produit fiscal attendu pour 2026 est arrêté à 8 005 000 euros et est entièrement lié à la revalorisation des bases. En l'absence de toute progression des dotations d'État, l'évolution marginale de la fiscalité locale précitée sera la seule ressource supplémentaire prévue en 2026. La mise en œuvre des nouveaux investissements nécessaires au développement de notre collectivité ne pourra donc s'appuyer que sur cet ajustement à la marge, mais aussi, comme évoqué précédemment, sur la recherche de nouvelles pistes d'économie dans les dépenses de fonctionnement par les services de la ville, afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la ville. En ce qui concerne les dotations de l'État, la DGF, dotation forfaitaire et DNP, devrait une nouvelle fois baisser de l'ordre de 3% et atteindre 960 000 euros. Pour la partie concernant les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de l'encours de la dette, je vais passer la parole à ma collègue Audrey Bueil, conseillère municipale déléguée en charge de l'évaluation des politiques publiques, qui va en faire la présentation. Oui. Donc, les engagements pluriannuels, donc il y a 2 engagements pluriannuels qui vont se poursuivre sur 2026, et puis il n'y en aura pas de nouveaux. Les 2 en cours, donc c'est le périscolaire Lyotet et le COSEC. Pour le périscolaire Lyotet, donc le projet est réalisé, mais il reste un montant de dépenses à effectuer sur 2026 qui est estimé à 365 000 euros sur 2026 uniquement, et donc après le projet s'arrêtera. Et donc juste pour rappel, la ville porte 1 million d'euros sur ce projet qui fait 4,6 millions d'euros au total. Le second projet, donc c'est le COSEC, avec un montant total de programme à 18 millions d'euros TTC, et les dépenses prévisionnelles sur 2026 qui s'élèvent à 8,6 millions d'euros. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc l'année vraiment la plus forte du programme. Et 2027 et 2028, il y aura des dépenses, mais pour des montants un peu de moins en moins importants. Ensuite, sur la structure de la dette, au 1er janvier 2026, la dette présente un encours de 8,1 millions d'euros, en hausse de 0,9 millions d'euros par rapport à l'année précédente, suite donc aux annuités et à un emprunt contracté en octobre 2025.
Et on voit sur la page suivante, donc les graphiques soulignent donc une bonne gestion des équilibres financiers d'investissement qui nous permettent aujourd'hui d'emprunter pour financer la construction du COSEC. Et donc on en a parlé, un emprunt de 5 millions sera nécessaire en 2026. Je repasse ensuite la parole à Patrick Delinge pour la suite. Merci Audrey. Pour la capacité d'autofinancement, en 2025, l'épargne brute est restée à un niveau élevé, 2 575 000 euros, et est nettement supérieure aux prévisions. Plusieurs éléments expliquent cette situation: la maîtrise par les services de la ville des dépenses de fonctionnement et la non-réalisation de la totalité des dépenses en investissement avec le décalage de certains paiements sur l'exercice 2025, comme Lyotet ou Clémenceau. Les prévisions 2026 ont été construites sur la base d'hypothèses prudentes compte tenu du contexte incertain sur les dépenses au regard de l'activité des finances publiques. Néanmoins, elle laisse apparaître une épargne brute prévisionnelle de 1 223 000 euros. Pour les ratios de capacité de remboursement de la dette, donc c'est l'encours de la dette par rapport à l'épargne brute, en 2023 on était à 2,7 ans, en 2024 à 1,9, 2025 à 2,8 et 2026 à 6,6%. La capacité d'endettement est donc correcte et se porte à 6,6 années. Les 3 slides suivants sont présentés en complément des informations réglementaires prévues par le Code général des collectivités territoriales régissant la présentation du ROB. La capacité de désendettement intégrant le PPI, le plan pluriannuel d'investissement de la mandature et la prospective budgétaire à l'horizon 2026. Le slide présente effectivement le graphique montre l'évolution du taux de désendettement entre 2021 et 2026, sachant que le volume des investissements programmés et réalisés dans la mandature a été de 36 millions d'euros, a nécessité un retour à l'emprunt de 9 millions d'euros. Malgré ces volumes importants et les crises successives qui se sont succédées, Covid, énergie, finances publiques, c'est grâce à une gestion rigoureuse et l'optimisation systématique des moyens que la capacité de désendettement de la commune ne sera que de 6,6 ans à la fin du mandat. Pour mémoire, elle était de 3,1 ans en 2021. Il faut rappeler aussi que le ratio maximum fixé par l'État est de 12 ans. À présent, un petit point sur le programme pluriannuel d'investissement au PPI. Le tableau projeté reprend l'ensemble des projets réalisés ou à venir jusqu'à la fin du mandat. L'année 2026 correspond à l'achèvement des opérations en cours, mais essentiellement la poursuite de la construction du nouveau complexe sportif, qui va représenter 75% du montant des investissements de 2026 et qui se prolongera jusqu'en 2027 avec la restructuration du quartier qui en découlera. Son plan de financement s'appuie sur des hypothèses très prudentielles, tant pour les subventions que les emprunts. Globalement, la valorisation des projets 2021 et 2026 représente un volume financier de 36 millions d'euros et la mobilisation de 9 millions d'emprunts. La construction de l'ensemble de ces projets s'appuie depuis le début du mandat sur l'expertise d'usage des habitants et la collaboration avec les experts institutionnels dans un processus de co-construction avec un contexte financier maîtrisé. La maîtrise budgétaire et la poursuite des plans d'économie mis en œuvre en 2022 ont permis de dégager des marges financières tout au long de la mandature. Combiné avec la recherche active de dispositifs de financement, État, région, CEA, agence de l'eau, et les taux d'emprunt les plus avantageux, ces différents éléments permettent de financer ces projets sans mettre en danger les équilibres financiers de la ville. La capacité de désendettement est portée à 6,6 ans, comme déjà dit, en 2026. Les slides 22 et 23 présentent les prospectives de recettes et dépenses jusqu'à la fin du mandat. La prospective présentée montre l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que de l'épargne entre 2021 et 2026. La prospective a été réalisée en appliquant des taux très prudentiels pour les exercices à venir, compte tenu du contexte des finances publiques et leur impact potentiel sur les budgets des collectivités, mais en tenant compte du processus de maîtrise d'optimisation des dépenses de fonctionnement dans lequel sont engagés les services de la ville. Pour les emprunts, nous avons retenu les taux prudentiels en tenant compte des dernières informations qui sont connues. Voilà pour la présentation purement financière du rapport d'orientation budgétaire. Pour la suite de la présentation sur les données de ressources humaines, je vais passer la parole à ma collègue Eliane Boardman, qui est adjointe en charge des ressources humaines. Merci Patrick. Donc je vais vous présenter quelques éléments concernant les ressources humaines et voilà. Donc en ce qui concerne donc la structure des effectifs.
En 2025, l'effectif communal rémunéré sur poste permanent est réparti de la façon suivante. Vous avez donc 100 postes de fonctionnaires, 12 postes de contractuels, donc avec un total de 112 postes et pour un ETP de 99,79. À cela, on ajoute également des emplois non permanents, un apprenti, un collaborateur de cabinet, 9 emplois saisonniers ou d'accroissement temporaire d'activité. Autre élément suivant, une précision donc sur les deux graphiques. Vous avez à gauche la répartition des emplois par catégorie, donc avec envers les catégories C, ensuite les B et les catégories A, et sur la droite la répartition donc entre fonctionnaires et contractuels. Donc, concernant la durée effective du travail dans la collectivité, il est de 1607 heures. La ville a adopté le règlement du temps de travail le 1er janvier 2022 en conformité avec la législation en vigueur. Ce règlement veille à adapter l'aménagement du temps de travail au plus près des contraintes des services pour assurer la meilleure adéquation possible entre flexibilité pour les agents et le service public de qualité. Concernant les dépenses de personnel, donc pour la première partie, on note une augmentation de 0,13% donc au niveau des rémunérations. Je vais quelques éléments. Donc les rémunérations comprennent les traitements, primes, heures supplémentaires et avantages en nature du personnel fonctionnaire et contractuel. Le montant consacré aux rémunérations du personnel reste constant en 2025. Les frais marquants donc, sont les suivants. Intégration des agents qui étaient mis à disposition du centre de gestion en 2024. La rémunération à 90% au lieu de 100% des agents en maladie ordinaire depuis le 1er mars 2025. Remplacement partiel des agents en maladie à demi-traitement dehors des postes d'ATSEM et d'agents d'entretien. Une période de vacances d'emploi de 4 mois en moyenne liée au départ et aux difficultés de recrutement, des non-remplacements de postes de responsables urbanisme, pas de versement de primes pouvoir d'achat en 2025 et diminution des heures supplémentaires du fait de l'absence d'élection en 2025, également une diminution des avantages en nature du fait de la destruction du logement au COSEC. Ensuite, concernant l'évolution des charges sociales, elles sont de plus 8,31%. Les charges sociales comprennent notamment les cotisations versées à l'URSSAF et à la CNRACL. Donc les évolutions qu'on peut signaler donc précisément, donc c'est l'augmentation des cotisations CNRACL de plus de 3 points, donc ce qui équivaut à 89 000 € en 2025, une augmentation des cotisations de protection sociale complémentaire et diminution des charges liées aux cotisations d'assurance chômage. Et la troisième partie, au niveau des autres charges, donc on a une diminution de moins 37,60%. Donc ces autres charges comprennent à la fois les vacations des sapeurs-pompiers volontaires, les allocations de retour à l'emploi, l'adhésion à l'assurance statutaire, les frais de médecine de travail et les frais mis à disposition d'agents contractuels par le centre de gestion. Les évolutions de ces charges sont les suivantes. Donc l'absence de frais de mise à disposition, la diminution de cotisation d'assurance statutaire suite à modification du contrat, l'augmentation de la contribution à la médecine du travail, l'augmentation des vacations des sapeurs-pompiers et la diminution des allocations de retour à l'emploi. Voilà pour les éléments au niveau des dépenses du personnel. Je donne quelques éléments également. Donc voilà, donc vous avez effectivement la reprise donc au niveau dans le graphique et vous voyez la stabilité et où les augmentations qui sont concernées. Je repasse la parole à Patrick Delinche. En conclusion de cette présentation, une petite synthèse et quelques remarques complémentaires. Après un début de mandature marqué par la Covid, suivi de la crise énergétique liée au conflit en Ukraine et d'une inflation galopante, il nous faut à présent faire face à depuis 2 ans, à une crise des institutions et des finances publiques. Le rapport d'orientation budgétaire 2026 a été élaboré avant la clôture de l'exercice et repose donc sur des anticipations prudentes de recettes et dépenses 2025.
Sur cette base, l'exercice 2025 fait apparaître une épargne brute à hauteur de 2 575 000 €, qui dénote de la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement en 2025. Pour l'exercice 2026, en l'absence d'une loi de finances votée, il nous a fallu à nouveau élaborer un budget très prudentiel basé sur de nombreuses incertitudes budgétaires et sans beaucoup de visibilité sur l'impact du projet de loi de finances, sur les dotations de la collectivité. Un nouvel exercice d'équilibriste comme en 2024. En 2026, il nous faudra une nouvelle fois faire preuve d'inventivité et de pragmatisme budgétaire pour mener à bien nos projets sans pour autant mettre en danger les équilibres financiers de la ville ou limiter la qualité des services aux habitants, comme cela a été le cas des années précédentes. C'est bien la finalité des orientations budgétaires qui se sont présentées. Grâce à l'optimisation des ressources et une gestion budgétaire rigoureuse où chaque euro est efficacement dépensé et utile au RIDICEM mois, nous poursuivons la mise en œuvre de la finalisation des projets structurants pour notre ville. L'autre condition pour garantir la réussite de nos projets a toujours été de s'inscrire dans une démarche de co-construction avec les habitants en nous appuyant sur leur expertise d'usage. Cette marque de fabrique qui est la nôtre a fait ses preuves pour l'élaboration de nombreux projets qualitatifs et partagés par les RIDICEMois. Cette dynamique a permis d'avancer sur de nombreux chantiers sur la transition environnementale, la rénovation énergétique des écoles, les équipements sportifs et de loisirs et bien d'autres équipements en voirie, et aussi la construction du nouveau complexe sportif qui vient de démarrer. Mais tout cela ne serait pas possible sans l'ensemble des services et agents de la ville qui, par la recherche constante d'économies substantielles de dépenses et de fonctionnement, permettent de dégager les marges de manœuvre nécessaires par l'optimisation de nos ressources. Les choix budgétaires majeurs retenus pour la construction du budget 2026 ont été les suivants. De ne pas augmenter les taux d'imposition locaux conformément à notre engagement depuis le début du mandat, la stabilité étant la règle. De garantir les équilibres financiers de la ville par la maîtrise et l'optimisation des dépenses et des recettes. De sauvegarder à tout prix les ressources de nos associations et l'ensemble des événements et manifestations prévus. De continuer à lutter contre les effets du changement climatique et investir dans la transition énergétique et environnementale. De continuer la mise en œuvre du plan Lumière. L'année 2026 est surtout marquée par la finalisation des projets en cours, le lancement de la phase de construction du nouveau complexe sportif, projet majeur de la mandature, et tant attendu des associations et du collège qui sortira de terre progressivement dès le début de l'année 2026. Malgré le contexte budgétaire difficile et incertain, nous continuons donc à façonner la ville de demain par des investissements répondant aux attentes des habitants, à la nécessité de lutter contre les effets du changement climatique, aux besoins de rénovation des écoles et de renouvellement incontournable des équipements sportifs, mais aussi à œuvrer pour le lien social, la convivialité et les rencontres par l'organisation des multiples animations et manifestations. Les orientations budgétaires qui nous ont été présentées sont basées sur des hypothèses très prudentes, en attendant la clôture de l'exercice et le contenu de la loi de finances 2026, une fois votée, qui nous permettra d'affiner le projet de budget 2026 définitif, qui sera présenté au conseil municipal de février 2026. Mais avant de clore cette présentation, je tiens à remercier notre directeur général adjoint Christopher Glatz et Mme Caroline Muller, responsable du service des finances, pour leur investissement et leur étroite collaboration dans la rédaction de ces documents, sans oublier Mme Stéphanie Ruche pour la partie ressources humaines. Voilà pour la présentation d'Europe. Merci Patrick pour cette présentation. Merci Eliane également et Audrey. Le débat peut s'ouvrir s'il y a des prises de parole. Non, Fabrice, vous pouvez y aller, je pense. Merci pour cette présentation relativement exhaustive, qui a déjà fait l'objet d'une présentation lors de la commission des finances, où, je dirais, à l'instar de ce soir, il y manque un certain nombre d'élus, et c'est vrai que je regrette qu'un tiers des élus ne soient pas présents ce soir, dans le cadre d'un conseil municipal avec un ROP qui est quand même un point très important donc, dans la préparation budgétaire. Je commencerai par l'accessoire, enfin si je puis dire, par rapport à une question accessoire sur les ressources humaines. J'ai remarqué que sur les ressources humaines, il y a une diminution de l'ordre de 10% sur le régime indemnitaire et sur les NPI. Le régime indemnitaire, ça fait près de 80 000 € en moins, donc entre 2024 et 2025. Est-ce que vous auriez des explications par rapport à ça? Dans la mesure où dans la fonction publique,
Les agents sont tous payés sur une base d'un traitement qui n'est pas variable, et ce qui fait l'attractivité d'une collectivité, ce qui fait l'intérêt en termes d'avancement dans une collectivité, c'est le régime indemnitaire. Si un régime indemnitaire diminue ou baisse dans une collectivité, c'est qu'il y a peut-être un petit souci en termes d'attractivité. Premier point. Je fais la totale et puis vous répondez ensuite, ou bien par secteur, comme vous le sentez. Je continue. Alors oui, Monsieur Delinge, je n'ai pas forcément la même lecture, effectivement, la même traduction de la situation financière de la collectivité, même si effectivement sur le mandat, les indicateurs sur ce présent mandat sont bons. Maintenant, ce qu'il manque, d'ailleurs je vais reprendre une quote-part de la tribune que nous avions faite au printemps 2025, donc au moment du ROB, donc du précédent exercice budgétaire, où on précisait déjà qu'en cette fin de mandature, donc c'était il y a un an, les indicateurs financiers de la ville vont fortement se dégrader, avec notamment donc les investissements conséquents et l'investissement du mandat structurel, donc avec les 18 millions donc, du COSEC. Alors bien sûr, on avait précisé qu'il fallait faire ces travaux, engager donc des travaux du COSEC, mais est-ce qu'il fallait-il mener tous les projets à hauteur de 36 millions, puisqu'on parle de 36 millions ou de plus de 30 millions, sur l'ensemble du mandat, ou prioriser en fonction des possibilités budgétaires de la commune. Comme précisé déjà et comme évoqué l'an dernier, ce ROB fait l'impasse sur une réelle prospective financière, puisqu'on s'arrête à 2026. Une prospective se fait sur des exercices plus importants en termes de nombre. Ne faudrait-il pas avoir, avant le vote du budget, une prospective au moins à 3 ans, à mi-mandat prochain? Parce que là, effectivement, en extrapolant, en prenant en compte donc, les 18 millions impactant la fin du budget, enfin du mandat et le prochain budget, en prenant en compte ce qui n'est pas pris en compte pour l'instant, l'empreinte 5,5 millions, donc en termes d'annuité, en termes de diminution de la CAF, l'endettement va fortement augmenter et il ne restera en matière d'épargne qu'une portion congrue. Ce qui veut dire qu'en gros, qu'en un mandat, toutes les marges de manœuvre financières de la ville auront été absorbées. Alors, quelles sont les marges de manœuvre? Aujourd'hui, je ne les vois pas. Je vais me permettre de rentrer plus dans le détail. Là, je vais vous réitérer uniquement, pas une lecture dans une boule de cristal, mais une forme d'attention qui vous était portée, donc j'ai déjà il y a un an. Je reprends juste quelques éléments en détail pour abonder, je dirais, ma réflexion. Je ne vais pas être très très long, ne vous en faites pas. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de la CAF nette, ou de la CAF brute, de la CAF nette, je rappelle juste que la CAF nette, en fait, ce sont les ressources propres pour financer les nouveaux projets d'équipement de la collectivité. La CAF nette, sur le résultat 2024, elle est de 2,3 millions, ce qui est fort agréable. En prévisionnel 2026, elle est de 286 000 euros, ce qui, excusez-moi, est ridicule. Même si on est en prévisionnel, c'est ridicule. Avec 300 000 euros, qu'est-ce que vous faites? Sachant que le minimum d'investissement courant dans une collectivité comme la nôtre est de l'ordre de 1,1 million à l'année, et je ne parle même pas de projet structurant. Donc ça veut dire que sur la prochaine mandature, il n'y aura même pas possibilité de faire des projets structurants. Vous me parlez des indicateurs, des indicateurs en matière de remboursement, de capacité de remboursement de la dette. Effectivement, tout au long du mandat, puisque l'emprunt a été limité et qu'on était très certainement sur une extinction d'une partie de la dette, nous étions sur les remboursements, donc à très inférieur effectivement aux 12 ans ou aux 10 ans. Mais dans ce qui nous a été présenté ce soir, avec l'encours de la dette à début 2026 à 8 millions, n'est pas intégré dedans les 5,5 millions ou les effets des 5,5 millions en matière donc, de capital à rembourser et d'intérêt à rembourser. Donc l'extinction de cette dette, plus les nouveaux emprunts vont fortement impacter, je dirais, notre capacité de désendettement et notre capacité d'investissement. Alors on parlait donc d'un seuil maximum inférieur à 12 ans. Le seuil d'alerte, en effet, donc, est entre 10 et 12 ans.
Si j'extrapole par rapport à la prise en compte du nouvel emprunt à hauteur de 5,5 millions ou pour une quote-part, je vais me rapprocher très largement des 10 ans, des 11 ans. Et la question de la prospective sur 3 ans au-delà du mandat, elle nous permettra de voir aussi où on sera dans 3 ans. Et aujourd'hui, en s'arrêtant en 2026, je dirais que c'est quelque peu une solution de facilité, parce qu'on n'a pas les effets négatifs de demain. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Hein. Ce qui m'interpelle fortement, comme dit, c'est cette CAF nette, 300 000, proche de zéro. Ça veut dire qu'on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, on maintient même pas les services minimums, et en tous les cas, on ne peut pas mener une politique d'investissement nécessaire sur le mandat prochain. Merci. Bien. J'entends donc l'analyse globale qui est plutôt une interrogation sur la suite, globalement. Je vais quand même répondre à une question. Fallait-il faire tous ces investissements ? Heureusement qu'on les a faits, et dommage qu'ils n'aient pas été faits avant. Parce qu'en réalité, si on les avait fait une mandature plus tôt, c'est-à-dire si les passoires thermiques que nous avions, alors qu'on avait des capacités d'endettement importantes et que le coût des travaux était largement inférieur, on aurait fait le meilleur coût financier, je dirais, des collectivités. Donc on avait de grandes capacités d'investissement au début du mandat, mais on en avait des plus importantes qui n'ont pas été utilisées le mandat d'avant. Et en fait, malheureusement, et c'est vrai, on mettra plus de temps à amortir les travaux qu'on a engagés parce qu'ils ont été faits au moment où l'inflation commençait à arriver et où il y a eu cette explosion des coûts de l'énergie. Mais tous ces investissements, ce sont des économies pour demain en fonctionnement. Quand on a dit on a rénové les écoles, il faut aller jusqu'au bout. C'est de la rénovation thermique. Alors, on a bien sûr fait en sorte que le confort soit amélioré, mais c'est à 90% de la rénovation thermique, donc des économies. Tous nos investissements que vous avez évoqués, plan lumière, rénovation des écoles, sont des rénovations thermiques. Et vous avez même vu que pour le COSEC, c'est la même chose, parce que les coûts de maintenance et les coûts de chauffage du COSEC étaient exponentiels, parce qu'en réalité, c'était un bâtiment qui n'était pas isolé. Donc, en fait, quand on regarde tendanciellement le coût de l'énergie, si on ne consent pas ces investissements maintenant, en fait, on se retrouve dans une impasse demain. Donc, évidemment, je suis d'accord avec vous, il aurait mieux valu les faire encore plus tôt, quand les taux d'intérêt étaient très bas, que l'argent ne coûtait presque rien, et que les travaux coûtaient 25% moins cher. Pour autant, il faut le faire maintenant, parce que si on attend, on se retrouvera dans une situation où, au lieu d'amortir, on se retrouvera à payer des coûts d'énergie ou de maintenance qui seront très très élevés. Donc, ça a été le pari qu'on a fait. Donc, ça veut dire que clairement, les investissements qu'on a faits sont des investissements productifs. Demain, ils généreront des économies. Ça, c'est un point important, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a une approche peut-être plus optimiste de ce point de vue-là. Faut-il encore qu'on utilise bien nos bâtiments et qu'on achète bien l'énergie. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on s'appuie sur des contrats M2A avec des experts qui nous permettent aussi d'aller vers ces économies d'énergie. Le plan lumière également, ça fait partie des mêmes sujets. On est dans une rénovation importante, mais aussi une baisse des coûts. Donc à la fois garder un service public qui soit le plus modulable possible, qui réponde aux besoins, mais en même temps ne pas dépenser un argent important avec un certain nombre de points lumineux, une grande majorité au début du mandat qui était très énergivore. Je voudrais quand même juste dire, évidemment, c'est vrai que l'exercice nous impose, et il est logique d'un point de vue démocratique, de nous arrêter en 2026. Parce que il ne nous appartient pas de nous projeter au-delà, puisqu'il doit y avoir des élections, et que ces élections doivent permettre à une nouvelle équipe de faire des choix. Et donc elle aura des choix à faire. C'est certain que le COSEC va peser, mais on était tous unanimes pour dire qu'il fallait le faire. Et effectivement, pour le faire, il fallait avoir un taux d'endettement faible. Donc au moment où on l'a lancé, c'était jouable. Donc il y a un moment où il faudra l'absorber, c'est une évidence. Et ensuite, la capacité, puisqu'on a encore des emprunts anciens qui s'éteignent, la capacité
d'endettement et donc de projet de la collectivité va redevenir existante. Parallèlement à ça, je vous rappelle que mes prédécesseurs ont investi près de 3 millions d'euros qui sont immobilisés sur des terrains dans la zone industrielle, la zone d'activité. On engagera, dès le début du prochain mandat, où il faudra en tout cas que ceux qui seront en place, la valorisation de ces terrains. C'est une évidence. C'est de l'argent qui a été mis pour aucun projet et qui a été immobilisé. Donc on est en train d'y travailler. Donc les marges de manœuvre, elles existent. Il faut maintenant les mobiliser pour pouvoir le plus rapidement possible réaugmenter ces éléments. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, on peut avoir une vision effectivement pessimiste, mais je pense que notre collectivité, elle a des ressources, elle a la possibilité de les mobiliser. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais il faut qu'on y travaille. On y travaille déjà avec M2A, et je pense qu'il y a des perspectives qui s'ouvriront, mais pour lesquelles on est encore en train de travailler, que les équipes qui suivront, si l'équipe changeait, devront également poursuivre ce travail de mobilisation de ces nouvelles perspectives et de ces nouvelles marges de manœuvre. En ce qui concerne la CAF, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Oui, je veux juste ajouter quelque chose sur la CAF, la capacité d'autofinancement brut. Bon, il est vrai, quand on regarde effectivement le tableau, on passe de 2 574 000 euros en 2025 à 1 223 000. Mais il faut bien avoir en tête quand même, effectivement, vous l'avez dit, que ce sont purement des prévisions. Et quand on regarde effectivement l'écart qu'on a eu entre le budget prévisionnel 2025 et le réalisé 2025, on est passé de 1 700 000 à 2 500 000. Il y a pratiquement 800 000 euros de différence. Donc on peut estimer aussi que sur 2026, quand on sera dans le réalisé 2026, on devrait se rapprocher des 2 millions effectivement de capacité d'autofinancement brut et une capacité d'autofinancement net qui devrait pas être très loin du million. Parce qu'en fait, on est en train de comparer du prévisionnel à du réalisé, ce qui est un exercice qui n'est pas le meilleur, effectivement, pour donner une bonne vision de l'exercice 2027. 26, pardon. Merci pour... Ah oui, pour la partie RH, alors je pense qu'on vous communiquera peut-être les éléments plus précisément, mais très probablement le sujet vient du fait qu'on a eu des départs, en tout cas des départs en retraite, et que c'est les contractuels qui sont venus. Donc il faut qu'on regarde, mais on va regarder dans le détail, mais pour moi c'est probablement une partie de la réponse. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Écoutez, je vous remercie pour ces échanges, et donc je vous propose de constater par notre vote que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous arrivons au point 129. Il s'agit donc des autorisations de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget. Et donc, c'est encore Patrick, pour plus court. Hein. Ouais, c'est plus court, ça sera beaucoup plus court. Merci, ça sera plus court. Le point 129-2025 concerne l'autorisation de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. Afin de permettre une meilleure précision des prévisions budgétaires, notamment pour l'intégration dès le budget primitif des résultats de l'exercice antérieur et des restes à réaliser, le vote du budget primitif 2026 aura lieu lors de la même séance où elle examinera le compte administratif 2025, soit en février 2026. L'article 16.12.1 du Code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale ne serait pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, et jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en œuvre le recouvrement des recettes et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente, d'engager, de liquider et de mandater sur autorisation de l'Assemblée délibérante les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, soit 2 763 750 euros pour les 11 055 000 euros de crédits d'investissement ouverts sur l'exercice 2025. Cette délibération doit préciser par chapitre le montant et l'affectation des crédits, conformément au tableau qui figure à l'ordre du jour.
Merci. Donc, je pense qu'il n'y a pas de question de délibération technique habituelle pour pouvoir commencer l'année. Et je vous propose donc d'approuver l'engagement, la liquidation et le mandatement jusqu'au vote du budget primitif 2026 des dépenses d'investissement dans les limites ci-dessous mentionnées au niveau du chapitre, hors emprunt, reste à réaliser et crédit de paiement des autorisations de programme. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons au point 130 et donc on va changer un petit peu de domaine puisque nous passons à présent au sport et il s'agit d'une subvention au tennis club de Riedisheim. C'est Pascal Critère en charge du sport qui va évoquer ce point. Oui, voilà. Le tennis club de Riedisheim effectue divers travaux et opérations d'entretien du club. L'association sollicite la ville de Riedisheim pour le versement d'une subvention afin de financer la réfection des fonds de cours du terrain principal, le numéro 1. Ces travaux permettront de rénover la surface de jeu et de remplacer le tapis de jeu au niveau des 2 lignes de fond de cours. Le devis pour ces travaux s'élève à 9 382 €, ce qui n'est pas grand-chose après les chiffres qui viennent de nous être présentés. Ainsi, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle représentant 50% du coût total des travaux, soit la somme de 4 691 € au TCR. Merci Pascal. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose d'approuver le versement de la subvention de 4 691 € au tennis club de Riedisheim et d'autoriser le maire à prélever les crédits correspondants sur le budget de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et nous arrivons donc au dernier point de l'ordre du jour, point divers et communication. Est-ce qu'il y a des points divers, Monsieur Carr? Nous avons réceptionné le magazine municipal donc, il y a très peu de temps, que j'ai lu avec attention. J'ai notamment lu avec attention donc, les pages de tribune, et notamment donc, une tribune que je trouve inadmissible, intolérable, inexcusable, insupportable. Je dirais simplement avec M. Riff, Riedisheim n'est plus Riedisheim. Merci. Nous partageons la même vision sur ce point. Nous allons passer au point divers et donc sur les communications. Donc tout d'abord, puisqu'on prend dans l'ordre les différents événements, alors on va avoir un conseil municipal un peu décalé en début d'année, donc on va dérouler les événements jusque début février. Tout d'abord, on va parler du concert du Nouvel An et c'est Isabelle Godbillon qui va nous en parler. Merci, Monsieur le maire. Mais en effet, quoi de plus réjouissant que la musique pour commencer la nouvelle année? Donc, je vous invite à venir nombreux au 24e concert du Nouvel An organisé par l'association Riedisheim Accueil le samedi 3 janvier à 17h à la Ronde. Cette année, l'Orchestre national de Mulhouse, dirigé par Christophe Kontz, puisera sur les 2 rives de l'Atlantique, de New York à Hollywood, les plus belles pépites de la comédie musicale. Les billets sont à rechercher au restaurant Le Repère jusqu'au 24 décembre et par téléphone donc au 06 08 41 76 42 du 27 décembre au 3 janvier. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la ville. Merci Isabelle. Effectivement, c'est un très très bon moment et donc évidemment, alors il y a déjà beaucoup de places qui ont été vendues, donc j'invite tout le monde à se dépêcher parce que c'est souvent très vite plein. Ensuite, nous aurons les vœux de la convivialité qui se dérouleront donc le 10 janvier, donc samedi 10 janvier à 18h à la Ronde Riedisheim. Alors j'excuse Thomas Lemieux qui d'ordinaire présente ce point mais qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc on va renouer avec une ambiance un peu plus chaleureuse, hein, puisque pour ceux qui se rappellent l'année dernière nous n'avions pas la Ronde et l'ambiance était
comment dire, fraîche, voilà, puisqu'on était au Citéoff et en extérieur. Il y aura, comme nous le faisions auparavant, un moment musical avec le duo Velvet Duet, le film rétrospectif de l'année bien sûr, et puis les vœux du maire aux habitants, et enfin, la cérémonie sera clôturée par la traditionnelle distribution de galettes et de vin chaud, assurée à la fois par l'Amicale et par Ferry Alsace, que nous remercions chaleureusement pour leur participation. Et je précise que, comme à l'accoutumée, nous aurons des points de collecte de sapins dans la ville. Il y en aura un donc à côté de l'école Schweitzer, il y en aura un sur l'esplanade de Minderkingen, au Ristal, en bas du chemin des bûcherons, et sur le pointerie de la rue de Rixheim, près du cimetière. Voilà en ce qui concerne ces vœux de la convivialité. Et quelques semaines plus tard, nous aurons le carnaval. Et donc, Jacques va nous rappeler un petit peu le programme. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, ça s'est éteint. C'est bizarre. C'est vrai. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui l'édition 2026 du carnaval de Riedisheim. Fidèle à la tradition rhénane, nous avons préparé un programme intense qui place le partage et la convivialité au cœur de notre cité. Le thème, l'esprit du carnaval. Pour débuter, le jeudi 29 janvier à 20h, ici même en mairie, Monsieur le maire nous fera l'honneur de remettre les clés de la ville, marquant le début de la prise de pouvoir éphémère des carnavaliers. C'est un moment fort auquel vous êtes tous chaleureusement conviés, et bien sûr, à l'issue, nous partagerons un verre de l'amitié et la traditionnelle galette des rois. Vendredi 30 janvier, nous nous retrouverons pour la messe œcuménique des carnavaliers prévus à l'église Saint-Jean-Baptiste vers 19h. L'horaire reste encore à confirmer parce qu'on n'a pas encore tout bouclé. C'est un moment de recueillement et d'unité importante pour notre communauté. Samedi 31, l'après-midi sera dédié à la jeunesse avec le carnaval des enfants. Notez qu'un nouveau parcours du défilé a été pensé pour plus de sécurité et de visibilité, suivi de la traditionnelle boum des enfants. Ensuite, les temps forts du week-end. Samedi soir, le grand dîner dansant se tiendra à la Ronde, animé par l'orchestre de Jean-François Valence. Attention, les places sont limitées et se font uniquement sur réservation. Dimanche 1er février, le point d'orgue sera bien sûr le grand carnaval à 14h23 précis. Elle sera suivie d'un concert des Gouga Music pour clore le week-end dans une ambiance électrique et joyeuse. Nous comptons sur votre présence pour faire rayonner Riedisheim à travers cette tradition ancestrale. Merci, monsieur le maire, pour votre soutien logistique et votre engagement à nos côtés. C'est un message des associations participant au carnaval de Riedisheim qui m'ont demandé de vous le transmettre. Bien, merci pour donc ce rappel. Donc effectivement, carnaval, on ouvre la saison des carnavals avec le carnaval de Riedisheim. Nous avons fait le tour des points à l'ordre du jour, donc nous allons maintenant pouvoir clôturer nos travaux. Je vous invite donc simplement à noter la date de la prochaine séance du conseil municipal qui est programmée donc le 12 février 2026, de façon à respecter les délais de vote du budget. Et bien sûr, d'ici là, je vous souhaite de passer à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci et bonne soirée.